Le marché des microbrasseries au Québec est en pleine expansion, et ce depuis quelques années quand même. Étrangement, plusieurs marques de bière ont choisi d'emprunter leur nom au domaine religieux. Pensons à Don de Dieu, la Sacristine, la Fin du Monde. Il y en a d'autres, Antoine? Oui, et même une brasserie s'appelle Dieu du ciel. Imagine. Alors peut-être qu'il s'agit d'une manière pour les maîtres brasseurs d'ici de rendre hommage à la longue tradition brassicole héritée des monastères européens. Curieux d'en apprendre un peu plus sur cette tradition, on a eu la très, très bonne idée d'inviter un grand amateur de bière spécialisé et ami de l'émission, Antoine Pajot-Saint-Hilaire. Salut. Bonjour. Tu nous parles pas de Kant, de philosophie aujourd'hui? On parle pas de Kant et de philosophie. On met ça à la trappe pour parler de notre trappe. On parle de moine brasseur, exactement. Yes. Alors, la rumeur raconte que ça t'arrive parfois de faire des brassins maison, c'est vrai? C'est vrai. J'ai commencé à brasser ma propre bière il y a quelques années. Oui, c'est un petit hobby, là. J'aime bien le processus. C'est plaisant. Mais c'est pas ça que tu nous fais goûter aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va déguster des produits belges, des produits de brassés sur des abbayes, des terrains d'abbayes. Avec un niveau de qualité différent du... Oui, c'est ça, là, qui ont des siècles d'expérience. Quand même. Un petit peu plus que moi. Ah ouais. Avant de plonger dans l'historique là, de la tradition brassicole monastique, Antoine, t'as apporté quelques échantillons, évidemment. Oui, c'est ça. J'ai apporté quelques bières belges d'abbaye qui sont disponibles au Québec, en fait, dans les SAQ. Qu'est-ce que c'est? Donc, on a une bière trappiste, des trappistes de Rochefort, qui est ici. On a une bière Saint-Bernardus qui est malheureusement plus exactement authentiquement trappiste. On y reviendra tout à l'heure. Et sûrement moins bonne pour la cause. C'est ça. Je pense que oui, on pourrait la mettre en arrière. Et puis la chimée, la traditionnelle chimée, qui est une autre bière trappiste. Qui sont offertes ici dans les SAQ. Donc, je vous encourage à essayer ces produits-là. C'est quand même des histoires fascinantes qu'il y a derrière. Et on va y plonger à l'histoire. Donc, les bières, on va les regarder essentiellement pendant les 15 prochaines minutes. Oh non, on peut... Simon fait non. Okay. C'est vrai, il y a Simon qui est là. Hein? Il est apparu soudainement. C'est un peu drôle, ça. Salut Antoine. Tu sais, moi, que je pratique la docilité à l'Esprit Saint. J'ai comme senti dans le bureau qu'il fallait que je vienne en studio pour m'assurer que tout était correct. Puis là, j'ai tout de suite compris que l'Esprit Saint m'avait amené parce que j'avais besoin de quelqu'un pour ouvrir les bières. Ah ben là, oui, sois docile, vas-y, écoute cet élan-là qui est en toi, Simon. Enfin, tout le monde en parle, il y a Manon, nous on a Simon. Moi, je vais prendre la blonde, tiens. Tu peux commencer par servir nos invités. Alors Antoine, ça part d'où cette longue histoire-là? Est-ce que c'est les moines qui ont inventé la bière? Non, malheureusement, on ne peut pas dire que ce sont les moines qui ont inventé la bière. En fait, la bière est d'une tradition millénaire. Ah ouais? On estime la découverte de ce processus-là, ou l'invention, là, on pourrait débattre de ce que c'est une invention ou une découverte. Mais bref, l'invention, disons, de la bière, on l'estime à environ 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, bien avant les moines. Où ça s'est passé, ça? Dans le croissant fertile, grosso modo. Okay. Où tout se passait. Où tout s'est passé là, à l'époque. Là, donc, c'est ça. La découverte de l'usage des céréales, puis finalement que les céréales peuvent être fermentées, que la levure va les fermenter, puis qu'on va avoir un breuvage alcoolisé à base de céréales. C'est ça, c'est les premières bières, disons. Okay. Mais dans la culture populaire, on associe beaucoup la culture brassicole aux moines, puis à la vie monastique médiévale. Pourquoi on fait ce lien-là? J'imagine parce qu'on est un peu héritier, finalement, de cette civilisation-là, chrétienne. Donc, on est habitué à penser la bière, c'est d'origine européenne, ce genre de trucs-là. Ouais. C'est pas tout à fait faux dans la mesure où les moines médiévaux ont effectivement contribuer à consolider une culture brassicole, à l'uniformiser. Oui, développer des procédés stables, des recettes. Exactement. Pop, beau petit bruit, ça. Une petite chimée là, qui vient de s'ouvrir. OK, alors, des moines brasseurs, on pourrait penser que c'est un peu antinomique là, ou paradoxal. C'est une vie de piété, mais à la fois, on brasse de la bière. Comment ça peut être conciliable? Non, mais c'est ça qui est génial avec les moines, c'est que c'est des communautés extrêmement priantes, donc on a une espèce, je dirais quasiment un devoir d'admiration envers elles. Mais de l'autre côté, ils nous produisent des petites confitures, du miel, du chocolat et de la bière. Il y a même des jujubes ici dans Charlevoix. Bon, c'est ça. Alors, qu'en est-il? Bon, les moines vivent selon une vie guidée par le principe ora et labora, donc prier et travailler. Donc le travail... James va intervenir, oui. Là, ça démange. Vous saviez pas que l'alcoolisme est un chemin de sainteté? Explique. Parce que même au sein d'un monastère? Non, parce que qui boit dort.
qui dort ne pêche pas. Or, qui ne pêche pas est sain. Oui, j'ai déjà entendu ce syllogisme. Ouais. Fallacieux, par exemple. Il y a peut-être des prémices problématiques. Mais on a dit qu'on ne parlerait pas de philosophie, donc on ne décortiquera pas le syllogisme de James. Oui, c'est ça. Donc, ora et labora, ces deux principes-là. Le travail, pour le moine, c'est extrêmement important. Puis le travail, c'est pas une question de produire un produit qui va nous faire commettre des péchés ou des niaiseries. C'est vraiment de produire... de faire un travail qui va produire quelque chose de beau à partir de la création. C'est d'être en harmonie avec la création qu'on est capable de produire d'aussi belles choses. Pensons au fromage. C'est ça, le fromage. Ouais. C'est pas une déformation de la création, c'est une quintessence du don que Dieu nous a fait. Alors les moines, dans cet esprit, travaillaient. Le travail, par contre, est d'abord et avant tout orienté vers la communauté. Surtout à l'origine, les moines vivent une vie qu'ils espèrent le plus possible autarcique. Donc, ils veulent que le monastère soit véritablement autosuffisant. C'est pour ça qu'ils cultivent les légumes, les céréales et qu'ils font de la bière aussi pour les moines. Évidemment, quand il y a des surplus, à l'origine, les surplus de bière, par exemple, étaient généralement distribués aux gens qui habitaient proche de l'abbaye, donc à la communauté chrétienne environnante, qui venaient dans un pub du monastère pour déguster quelques produits, faire communauté aussi. Parfois, la communauté, j'imagine, avait participé aux récoltes ou d'une manière ou d'une autre. C'était rapproché lors du travail d'élaboration. Vraiment une symbiose dans le travail, là, finalement, de toute la communauté. Puis bon, avec un monde qui devient industrialisé, cet idéal d'autarcie devient beaucoup plus difficile, on en conviendra. Donc, ce que les moines font, c'est qu'ils acceptent de finalement commercialiser leur bière, mais les recettes, les profits qu'ils en font, donc qu'ils en tirent, sont réinvestis pour la communauté. Et lorsqu'il y a des surplus qui excèdent les besoins de la communauté, on s'entend que les moines ne vivent pas sur l'or, lorsqu'il y a des surplus, ils sont redistribués à des œuvres caritatives pour agir par charité. Merci beaucoup, Simon. On peut-tu se faire un santé? Santé, tout le monde? Ah oui. Il y a Simon, là. Santé. À la tradition monastique. À la tradition monastique. Merci. C'est bien, on sent qu'on encourage les œuvres de charité en ce moment, là. Si j'ai bien compris, c'est ça? Si on boit une bière trappiste, j'y viendrai. Si on boit une bière trappiste, oui, on peut en être assuré. On n'est pas en train d'encourager le grand capital. Là, non, c'est ça. Bon, c'est réconfortant tout ça. Antoine, le temps file à une vitesse folle. La tradition brassicole, c'est surtout... disons, localisé dans certains pays. C'est pas toute l'Europe qui produit de la bière. Non, c'est ça. Donc, on identifie généralement 2 pays européens très forts en bière, l'Allemagne et la Belgique, qui ont des histoires différentes, des bières différentes aussi. Mais c'est ça, donc l'Allemagne est très pionnière en fait. Une des premières brasseries monastiques en Europe, c'est Augustiner, qui est une brasserie fondée en 1328 en Allemagne. Donc, très, très vieille brasserie. C'était les moines de l'ordre des Augustins. Malheureusement, les moines allemands ont cédé rapidement leur brasserie à des compagnies commerciales. Il y a quelques techniques brassicoles monastiques qui ont été conservées, qui font une qualité très forte, qui donnent une grande qualité à ces bières-là. Mais le côté, disons, proprement monastique de la fabrication puis de la destination, disons, le pourquoi du comment, a changé. Alors qu'en Belgique, il y a une tradition trappiste très forte qui est plus conservatrice de ce côté-là et donc qui conserve non seulement des techniques brassicoles, mais aussi la dimension, disons, c'est ça, proprement chrétienne de la fabrication de la bière. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai amené quelques bières trappistes. C'est quoi les trappistes, James, en 2 minutes? Là? C'est quoi, toi? Les trappistes, c'est une branche, me semble, des cisterciens. Exact. Ouais, c'est ça, qui vivaient de manière plus austère. C'est une réforme des cisterciens, je pense, qui a eu lieu au 19e, 18e? À 17. À 17. Oui. Donc, au 17e siècle, effectivement, il y a une espèce de schisme qui se crée à cause de la modernisation. Il y a des cisterciens qui décident de retourner à la règle de manière un petit peu plus, austère, mais eux vont parler de stricte observance ou d'étroite observance par opposition à l'observance commune. Et là, mais c'est là la naissance des trappistes. Les trappistes, donc, décident de vraiment produire de manière proprement, disons, ou en tout cas de manière plus, je dirais, fidèlement chrétienne. On en a au Québec. Ben oui, hein? Absolument. À Mistassini. Oui, du chocolat. À Oka, si je me souviens bien, les trappistes font du fromage. Oui, qui sont maintenant à Saint-Jean-de-Mata. Là. Oui.
Alors, les trappistes, on les retrouve beaucoup. Justement, cette tradition-là a été préservée par les trappistes en Belgique, surtout dans cette région-là. Ouais. Donc, c'est ça, ils ont des règles très spécifiques, les trappistes, lorsqu'ils brassent de la bière. Comme? Donc, la première règle, c'est que la bière doit être brassée ou bien par des moines, ou bien supervisée. La brasserie va être supervisée par des moines, obligatoirement. Ah ouais. Elle doit être brassée aussi au monastère ou au moins sur le terrain ou dans les environs du terrain de l'abbaye. La brasserie doit être secondaire à la vie monastique. Elle va servir la vie monastique plutôt que l'inverse. Donc, les trappistes ne peuvent pas commencer à rouler sur l'or avec les recettes qui font de leur délicieuse bière, comme on est en train de... Ils pourraient, hein? Ils pourraient, mais là, ils seraient plus authentiquement trappistes. Donc, ils pourraient pas. C'est ça. Donc, on respecte la règle étroitement ou on la respecte pas. Ben ouais. Donc, c'est ça. Et puis, finalement, c'est ça que le bruit de la brasserie n'est pas lucratif. Donc, les recettes servent la communauté, puis quand il y a des surplus, ils servent des œuvres caritatives. Simon? Donc, si on respecte tous ces critères-là, si j'ai bien compris, on a de la bière de stricte observance. C'est ça? Exactement. C'est une appellation contrôlée, ça? En fait, les trappistes ont, si je vous montre ici sur la bouteille de Rochefort, ils ont fait en 80, je ne veux pas me tromper, 97 exactement, ils ont breveté des produits authentiquement trappistes qui suivent en gros ces trois règles-là. Mais il y a un seau. Un seau. Ça ne s'applique pas seulement à la bière, ça s'applique au fromage, au chocolat, etc. Ouais. Pour dire justement, non, nous, on n'est pas dans la commercialisation capitaliste, on ne cherche pas à faire du profit, on cherche à produire de manière proprement chrétienne, proprement trappiste avec ces trois règles-là. Donc oui, c'est ça, c'est assez fascinant puis assez admirable. Est-ce qu'il y en a en dehors de la Belgique des brasseries comme ça? Mais c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que, bon, la Belgique demeure le pays où il y en a le plus de brasseries trappistes. Il y en a 5 en Belgique. Mais il y en a 2 aux Pays-Bas. Il y en a une en France, une en Italie, une en Angleterre. Et tout récemment, il y en a une qui a ouvert en 2013 au Massachusetts. Donc, on a une brasserie authentiquement trappiste. Pas loin d'ici. Avec le sceau d'authenticité trappiste. Pas loin d'ici, en Nouvelle-Angleterre. Oui, c'est ça, de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est pas le monastère où était Thomas Merton, ça? Je ne connais pas Thomas Merton, malheureusement, mais c'est l'abbaye Saint-Joseph au Massachusetts. Donc, on pourra poursuivre ses recherches pour vérifier. Faites vos recherches. Ouais. Je pense que ça va faire l'objet d'un reportage assez bientôt. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, tu nous brosses un portrait historique là, de la tradition brassicole monastique. Il nous reste une toute petite minute. Comment on fait ça rapidement, là, de la bière d'abbaye comme ça? Oui, bien, peu importe qu'elle soit d'abbaye ou pas, une bière, c'est une bière, donc il y a certains ingrédients. On ne peut pas passer à côté de c'est en gros 4 ingrédients. De l'eau, des céréales maltées. Généralement, c'est de l'orge. En fait, c'est principalement de l'orge, mais on va aussi avoir du blé ou de l'épeautre, parfois de l'avoine, du seigle. Mais donc, surtout de l'orge. Maltée, c'est-à-dire chauffée afin de libérer les sucres de la céréale. On va avoir du houblon et la levure. La levure va fermenter le mou. Le mou est fabriqué en infusant du grain dans de l'eau chaude. Et une fois que le mou est refroidi, on ensemence avec de levure, ça fermente. Et après la fermentation, on a de la bière. Il reste juste à lui faire développer du gaz carbonique et puis on a une bière pétillante. Wow! Voilà. Ça a l'air tout simple, hein? Comment tu racontes ça? C'est tout simple. ça prend entre 6 et 12 heures, par contre. Ah, quand même. Merci infiniment, Antoine, de nous avoir fait faire ce tour d'horizon et j'espère bien qu'on va développer une tradition. Hein? On parle de tradition depuis tantôt. Une tradition, hein? On n'est pas du monde, peut-être... trouver une certaine régularité là, dans la mesure, bien entendu, là, à cette chronique. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Santé. Santé.